Nous sommes le dimanche 10 mai 2026 à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Bonjour Haïti, bonjour le monde. En attendant l'arrivée de notre collaborateur, le sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie, déjà en route, nous faisons les salutations d'usage, salutations adressées à tous les francs-maçons haïtiens, aux francs-maçons des quatre coins du monde. Salutations à nos chers auditeurs et nos auditrices, à qui nous disons bonjour. Bonjour à Kenzie, notre metteur en ondes. Bonjour aux nombreux auditeurs et nombreuses auditrices qui nous écoutent à l'étranger via le net chaque dimanche matin à pareille heure. Vous êtes à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Vous aurez certainement ce matin, chers amis auditeurs et auditrices, un plat de résistance très copieux qui vous sera présenté par le sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie. Cette émission qui vous est dédiée pour votre plein épanouissement personnel et votre évolution spirituelle. Sans désemparer, chers amis auditeurs et auditrices, nous allons vous livrer la prière d'ouverture. Je lève les yeux de mon esprit vers les plans éthérés, d'où me viendront ma force et ma puissance. Ma force me vient d'Adonai, géniteur des cieux et de la terre. Il ne permettra point que ma volonté chancelle. La puissance qui m'assiste et me garde n'est point endormie. Voici, elle ne sommeille ni ne dort, la puissance cosmique qui m'habite. Adonai est celui qui me garde. Michael est mon double éthérique à ma droite. Pendant le jour, les forces solaires m'assisteront et les forces lunaires pendant la nuit. Adonai me gardera de tout mal, il gardera mon âme. Adonai garantit mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 mai 2026. Comme annoncé, le sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie était en route. Il s'apprêtait justement à venir remplir son devoir. Il est au studio avec nous. Bonjour sérénissime grand maître. Bonjour vénérable Lemoine, je salue toutes les auditrices, je salue tous les auditeurs. Je salue mes frères, si on peut encore le dire. Je salue tous les amis de pensée libre et tous les chercheurs de vérité. J'ai eu un petit retard ce matin dû à des impondérables, vous savez, avec la route. Et c'est tout ce qui est arrivé. Donc, je suis là, comme vous l'avez si bien annoncé. Heureusement. Pour faire mon devoir. Tout à fait, sérénissime grand maître. Et ça désemparé, nous passons aux paroles de sagesse. Et nous avons cette bonne habitude de donner les paroles de sagesse en fonction de la date du jour. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai, donc nous allons lire le livre des Proverbes 10, Proverbes de Salomon. Je vous invite, mes bien-aimés frères, chers amis auditeurs et auditrices, au recueillement et ensuite à la méditation. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort.
L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par faute de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour cœurs qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, les paroles de sagesse du jour tirées du livre des Proverbes 10.
Nous venons de vous lire les 3 premiers versets suivants. Une lecture en accord avec la date d'aujourd'hui, comme adore le faire le Sérénissime Yves-Benoît Jean-Marie. Sérénissime, à vous la parole maintenant pour débuter en beauté, comme d'habitude, l'émission avec les messages et les paroles qui font réfléchir et qui invitent également au recueillement. Merci Vénérable Lemoine, et comme vous l'avez si bien annoncé, nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 mai 2026, toujours face à notre devoir. Et chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, amis de la pensée libre et chercheurs de lumière, je vous redis bonjour et bienvenue à l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie, votre espace de réflexion, de questionnement et de vérité intérieure. Dans un monde saturé de bruit, de passions instantanées, de violences verbales et de certitudes fabriquées, il devient de plus en plus difficile d'entendre la voix de la conscience. Pourtant, la franc-maçonnerie, depuis des siècles, rappelle à l'homme une exigence simple mais redoutable: apprendre à se connaître soi-même avant de prétendre juger les autres et le monde. Ce matin encore, nous ouvrirons ensemble un chantier invisible mais essentiel, celui de l'élévation de l'être humain. Car la franc-maçonnerie n'est ni un refuge pour fuir la société, ni un théâtre de privilèges occultes comme certains voudraient le faire croire. Elle est une école de rigueur intérieure, une discipline de l'esprit, une méthode de transformation personnelle fondée sur le symbole, le silence, le travail et la responsabilité. Être franc-maçon, bien sûr, ne signifie pas être parfait. Cela signifie accepter d'être continuellement en construction. Dans les loges, on n'apprend pas seulement à parler, on apprend surtout à écouter. Écouter l'autre sans haine, écouter le symbole au-delà des apparences, écouter la vérité, même lorsqu'elle dérange nos conforts intellectuels, politiques, religieux ou sociaux. Et dans une époque où tout pousse à la division, la franc-maçonnerie se doit de défendre une idée presque révolutionnaire, celle que des hommes différents peuvent chercher ensemble la lumière sans s'entretuer pour leurs différences. Cette émission ne cherche pas à imposer une croyance, elle cherche à éveiller une conscience. Nous parlerons avec franchise, nous interrogerons les symboles, les valeurs, les dérives aussi, car une institution initiatique ne grandit que lorsqu'elle a le courage de regarder ses propres imperfections. Mais au-delà des débats, une question demeure. Que devient une société lorsque les hommes cessent de travailler sur eux-mêmes? Que devient une nation lorsque le vacarme des intérêts personnels étouffe la voix du devoir, de l'honneur et de la conscience? La franc-maçonnerie, malgré ses limites humaines, continue d'affirmer que l'homme peut encore s'élever. Il peut encore transformer la pierre brute de ses instincts
en pierre utile pour l'édifice collectif. Alors, ce matin, où que vous soyez, ouvrez votre esprit, non pour croire aveuglément, mais pour réfléchir plus profondément. Car la vraie lumière n'aveugle jamais, elle révèle. Bonne écoute à toutes et à tous, et bienvenue encore une fois à l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie. Sérénissime Gamet, nous sommes arrivés maintenant à un point important, une rubrique importante à l'heure de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie. La question de l'auditeur. Nos auditeurs nous écrivent. C'est une façon de permettre à nos auditeurs et à nos auditrices de participer à cette émission dominicale. Cette question vient d'une auditrice qui nous écoute à Montréal, qui s'est bien identifiée. Comment faut-il comprendre le sens profond du silence des initiés? Comment faut-il comprendre le sens profond du silence des initiés? Alors, le silence. C'est une question pertinente et je me permets de féliciter l'auditrice pour la profondeur de sa pensée, ce qui a rapport à la science initiatique. Et si vous me permettez, je vais intervenir avant vous. Oui, vous avez la préséance, Sénénissime. Et la question est la suivante. Comment faut-il comprendre le silence des initiés? Oui. Tout d'abord, je dirais directement que le silence des initiés ne doit jamais être compris comme une simple absence de parole. Par exemple, dans les traditions initiatiques, on dit souvent que le silence est une force. On dit aussi que le silence est une discipline. Mm-hmm. Et parfois même, on parle d'un langage supérieur. En même temps qu'on parle du silence, on parle d'un langage supérieur. C'est pour renforcer l'idée que ce n'est pas une absence de parole. Très bien. On peut considérer le silence initiatique. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. On parle de ce silence, je pourrais dire comme une protection. Mm-hmm. Pourquoi nous disons que c'est une protection? Une protection, c'est parce que au cours des études, au cours de l'évolution de l'initié, il apprend très tôt, bien bonheur, il apprend que il y a des vérités qui perdent du pouvoir ou perdent du puissance lorsque ou baillot ou livre à des oreilles non préparées. Exactement. Très correct. Alors, à ce moment, on parle effectivement de cette garde sacrée autour du mystère. Bon, on connaît tout que il y a des gens qui disent que et silence ça, c'est une rétention orgueilleuse. Bon, on entendait ça en bien. Mais
Ce n'est pas ça lié du tout. C'est plutôt, on sait que la conscience, une vérité révélée trop tôt, peut détruire au lieu d'éclairer. Pas bien, au monde, ça n'a pas capoté. Ouais. Ça, il n'est pas capoté. Le silence aussi peut être considéré, en fait, comme Dakar dit ça là, comme une méthode de transformation intérieure. Méthode de transformation intérieure. Regardez, nous venons de parler de ce monde saturé de bruit, de passion instantanée, de violence verbale et de certitude fabriquée. Effectivement, le monde profane est saturé de bruit, d'opinions, de réactions immédiates et non réfléchies. Donc, l'initié, dans ce sens, il prend le recul nécessaire pour se taire. Pour se taire, qu'est-ce que ça lui permet? Ça lui permet d'entendre, en quelque sorte, ce qui est plus profond que les mots. On dira en ce sens, il entend sa conscience, il entend son intuition, il entend aussi ce qui est présent en lui intérieurement. Nous pouvons dire que dans la majorité et dans presque toutes les écoles initiatiques, qu'il s'agisse de la franc-maçonnerie, qu'il s'agisse de l'ordre rosicrucien Amok, qu'il s'agisse de l'ordre martiniste, qu'il s'agisse des écoles monastiques ou même les écoles de soufis, le silence précède toujours la révélation. Mhm. On peut aussi parler de silence comme une épreuve de maîtrise. Une épreuve de maîtrise parce que, en définitive, parler, c'est facile. Réagir est instinctif. Mais quand on a la sagesse, le courage de garder le silence lorsqu'on est attaqué, provoqué, incompris ou trahi, tout cela demande une exigence, une domination de soi. Cela exige une domination de soi. Et cependant, malgré tout, il faut aller plus loin. Nous allons plus loin, Vénérable Lemoine. Oui. Vous savez que tous les silences ne sont pas initiatiques. Il existe deux types de silence. Un silence noble et un silence, excusez-moi, un silence noble et un silence coupable. Le silence noble protège ce qui est vrai en nous. Le silence noble préserve la paix et évite de nourrir le chaos. Le silence coupable, qu'est-ce qu'il protège? Il protège le mensonge, il protège la corruption, il protège la trahison ou la lâcheté. Et c'est ici, Vénérable Lemoine, que la question devient profondément spirituelle ou morale. Un véritable initié, un frère
qui porte le nom. Il ne se tait pas par peur. Il se tait lorsqu'il comprend que la parole serait inutile, destructrice ou prématurée. Mais il parle lorsque le silence, c'est dans le créole, il parlait, c'est lorsque ils comprennent que le silence-là a venu en complicité avec les ténèbres. C'est ça, son obligation morale pour l'initier de parler. Pour l'initier de ne pas faire silence. Je fais encore une différence entre ne pas faire silence et parler. Parler, c'est n'importe quoi. Mais ne pas faire silence, c'est différent. On peut prendre des exemples, Vénérable Lemoine, des exemples. Que par exemple, certaines traditions le disent clairement. Ils disent ceci. Le sage sait se taire. Mais le véritable sage sait aussi quand il ne doit plus se taire. Et c'est ce qui fait de lui le sage. Donc on ne doit pas se taire en toute occasion. Non. Maintenant, en ce sens, pour plaire à l'auditrice et pour répondre toute conscience et en vérité à l'auditrice qui nous a formulé cette question profonde, qui nous met en question par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous pensons, par rapport à ce que nous faisons, entre garder le silence et ne pas garder le silence. Donc, le silence des initiés, en ce sens, peut avoir plusieurs visages. On peut parler de silence de méditation. On peut parler de silence de protection. On peut parler de silence de discernement. On peut parler de silence de puissance. Mais aussi, parfois, ça devient peut-être souvent, silence de crise intérieure. En ce sens, cela nous permet aussi, cela nous offre l'occasion de dire ceci. Lorsqu'une communauté initiatique qui a traversé conflit, qui a traversé une série de dérives, où il est question de lutte de pouvoir, le silence des anciens il y a aucun silence jusqu'à ce que vous arrivez dans un point côté que silence là il n'est pas venu encore comme il n'est pas tourné en silence qui est révélateur. Il y a tout qui fait silence. Il y a des frères là qui ont fait silence à travers tout ça qui a passé là. Eh bien, frère, ça, ils fait silence parce que, au diable, ils ne connaissent pas qui gens pour défendre ça qui trahit, ça trahit. Ils ne connaissent pas qui gens pour défendre. Donc, ils ont plutôt pébouchou. Il y a tout, malgré que c'est des acteurs qui ont constaté des rives là, mais espérer courageusement que y a le moment juste
Pour vous dire ça, pour vous dire. Même qu'on est que, il y a dit quand même. Je suis sûr de cela, vénérable le moine. J'en suis sûr aussi. Il y a dit quand même. On a fini pour nous dire que dans la perspective ésotérique, la plus profonde, nous dirons que le silence est enfin lié au mystère même du divin. Parce que le Verbe naît du silence. La lumière surgit des ténèbres. Avant toute création, il y a eu et il y a encore le silence primordial. L'initié doit donc chercher un silence qui ne soit pas vide, mais un silence habité. Un silence vivant. Un silence qui écoute. Un silence qui transforme. Et un silence qui prépare la parole juste. Pour terminer, vénérable le moine, et vous donner l'opportunité de réagir, nous dirons que dans la véritable initiation, la parole sacrée n'a de valeur que lorsqu'elle est née d'un long silence intérieur. Je crois avoir répondu à la question de l'auditeur. Merci Sérénissime et grand maître. Et à vous entendre en parler, développer sur le silence, la question de l'auditeur était tout à fait importante dans la mesure où elle vous permet, Sérénissime grand maître, de faire un développement assez large et sur la question de silence. Et moi, je pense que s'il faut parler de silence, comme vous le savez déjà, et comme vous venez aussi de le dire, le silence peut en dire long. Le silence peut en dire long. Il y a des silences qui sont beaucoup plus expressifs. Il y a des fois où on garde silence, on se fait complice d'une situation dans laquelle il faudrait normalement se prononcer, sur laquelle il faudrait se prononcer. Il y a des fois également, on fait silence, c'est pour mieux s'expliquer et c'est pour mieux parler, dépendamment du cas. Sans vouloir aller trop loin, les philosophes parlent de silence psycholinguistique. Et à partir de ce moment, on parle du décodage du langage. Je peux aussi citer un philosophe comme Alfred de Vigny, par exemple, qui disait une phrase que j'adore répéter moi-même: seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Alfred de Vigny. Une phrase que j'ai apprise en classe de 3e secondaire. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Mais si on se réfère également au volume sacré de l'Occident, qu'est la Bible, dans le livre d'Habakkuk 20, il est dit: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Tout ceci est pour ramener la question de silence à son point le plus important. Ensuite, si nous prenons un philosophe comme Platon,
un sage comme Platon, qui disait que le silence est le plus haut degré de la sagesse. Le silence est un état d'esprit qui devrait faire plus de bruit, d'après ce qu'il dit. Sérénissime grand maître, je crois, de manière ferme et résolue, qu'il est des fois, on garde un silence, c'est pour adopter une position de sagesse. Il est des fois, on garde le silence, c'est pour se faire complice d'une situation qui se dégénère et qui a besoin de la parole libre. La parole libre. Et le libre penseur qui s'exprime, il s'exprime par devoir de dire la vérité. À partir de ce moment, on ne peut pas garder silence. Le véritable penseur qui réfléchit doit pouvoir s'exprimer quand il faut le faire. Et celui-là maintenant qui garde un silence, comme nous parlons de silence à des initiés, eh bien, l'initié, quand il fait silence, souvent, c'est pour transformer le tumulte intérieur en sérénité. Et le plus souvent, quand l'initié fait silence, c'est pour explorer son temple intérieur, explorer son temple, le temple de l'humanité. C'est pour rentrer en lui-même, c'est pour rentrer dans son cabinet de réflexion quand il fait silence. Il est des fois, il lui impose aussi le devoir de prendre la parole. Il faut que la parole circule. Il faut que la parole circule, Sérénissime grand maître. Donc, il est des fois, dans certaines occasions précises, il lui impose le devoir, non seulement de dire la vérité, mais de s'engager derrière la parole qu'il vient de prononcer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'apporter la parole partout où il faut en avoir écho. Et Sérénissime grand maître, en ce sens, pour répondre à la question de l'auditeur, nous croyons avoir répondu, et l'auditeur de ce matin est censé servir sur un plateau d'argent. Et parce que le développement que vous avez fait autour de sa question permet aux autres personnes de pouvoir mieux comprendre le sens du silence, le sens profond du silence. Et les quelques-unes des citations que je viens de citer, c'est pour prouver que les philosophes des siècles précédents ont déjà réfléchi sur la question du silence, et nous autres, nous aussi, nous réfléchissons sur la question du silence. Et pour résumer, nous disons encore de manière plus claire que des fois, il faut faire silence. C'est une question de sagesse pour mieux explorer son temple intérieur. Des fois, il vous impose aussi l'obligation de prendre la parole. Et la parole libre, question de pouvoir et éviter de se faire complice d'une situation qui demanderait qu'on s'exprime clairement et sans embâche. Voilà. Et nous sommes à présent précisément au moment où, et si vous avez un message particulier ou bien c'est pas vénérable le moine, message particulier avant d'entrer dans le thème qui sera traité aujourd'hui. Oui, et Sérénissime, nous croyons avoir un message à faire passer. Il s'agit de la position du Grand Conseil des Sages. La position du Grand Conseil des Sages face
à ce qui est en train de se passer au Grand Orient d'Haïti de 1824 ou depuis le mois de janvier de cette année. Ou depuis le mois de janvier de cette année, il est question de dérive autoritaire. Donc, le Grand Conseil des Sages a entrepris des actions. Je suis en train de chercher la note qui m'a été envoyée, c'est Nissim Grand-Maître, justement pour pouvoir en donner lecture. C'est pour vous dire que je veux annoncer à tous les auditeurs et toutes les auditrices, à tous les francs-maçons concernés par la question, qu'il y a une note, voilà, il y a une note adressée à tous les vénérables maîtres des loges du Grand Orient d'Haïti de 1824, dont l'objet est notification. Note émanant du Grand Conseil des Sages, portant la date du vendredi 8 mai. Vénérable maître, le Grand Conseil des Sages, organe de régulation, d'arbitrage et de sauvegarde des intérêts de l'obédience de la franc-maçonnerie régulière haïtienne, agissant conformément à la Constitution et aux règlements généraux du Grand Orient d'Haïti de 1824, vous présente ses compliments et, aux fins utiles, s'empresse de vous exposer ce qui suit. Qu'en date du 25 janvier de l'année en cours, utilisant ces stratagèmes pour rester en poste au-delà du terme de son mandat régulier, le passé sérénissime grand-maître Malherbe Jacquet n'a sciemment pas organisé le convent national ordinaire qui devait se tenir les élections de nouveaux grands-maîtres non plus, rompant ainsi avec les us et coutumes de l'institution, ce en violation flagrante de la Constitution et des règlements généraux en leur article y afférent. Qu'en constatant la non-tenue du dit convent, qui est une assise maçonnique vitale et déterminante, l'institution est automatiquement tombée dans une dynamique de vide institutionnel préjudiciable à sa bonne marche et à celle de chacune des loges en particulier. Que le convent, étant incontestablement l'émanation de toutes les loges de l'obédience, revêt un caractère judiciaire et législatif, compétence constitutionnelle qu'il exerce en toute souveraineté seulement quand il est régulièrement déclaré ouvert dans les formes prévues par les textes réglementaires auxquels tous les francs-maçons haïtiens, en leur titre, grade et qualité, sont astreints à la stricte observance. Qu'en cette matière, seul le convent compétemment réuni au vœu de la loi confère l'autorité d'abord aux loges, représentées par leurs délégations respectives, de décider en dernier ressort, et ensuite aux dignitaires du Grand Orient,
après qu'il leur aura octroyé des charges pleines et entières par vote favorable des loges présentes à cette assise. Ce, après appel nominal qui doit constater le quorum requis pour tenir valablement séance. Qu'en pareil cas, il convient de recourir au prescrit des règlements généraux donnant provision légale au Grand Conseil des sages qui se doit d'œuvrer toute affaire cessante en vue de remettre la pendule à l'heure et sauver l'honneur de l'institution menacée de schisme qu'il avait déjà paralysé durant 14 ans de son existence. Que pour éviter tout type de malentendu, le Grand Conseil des sages, dans un acte en solennelle ordonnance daté du 30 janvier 2026, signifié par voie d'huissier au passé sérénissime grand-maître Malherbe Jacquet, le 4 février de la même année, il lui a été formellement demandé de procéder à la passation du grand maillot de commandement au Grand Conseil des sages pour l'organisation du convent et des élections au fin de pourvoir à son remplacement dans l'harmonie fraternelle, la concorde et les civilités maçonniques. Qu'ainsi, le Grand Conseil des sages agirait dans les limites de ses attributions constitutionnelles, comme le veulent la loi, les us et coutumes de la maçonnerie universelle dans ses traditions les plus anciennes et sacrées. Qu'au lieu d'obtempérer aux injonctions formelles qui lui ont été faites, il a plutôt lancé des invectives graves contre les membres du Grand Conseil des sages, formés des passés sérénissimes grands-maîtres, encore vivants heureusement, qu'il a affublés de toutes les épithètes péjoratives en crachant, du coup, sur tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs, osant même prendre des mesures conservatoires contre un d'entre eux et ridiculisant un autre, frappé de cécité sous le poids de l'âge avancé, mais toujours lucide et cohérent au point d'avoir publiquement appelé le passé sérénissime grand-maître Malherbe Jacquet à la raison et à la sagesse. Qu'entre-temps, faisant à la fois usurpation de titres et de fonctions, il ne cesse de multiplier des initiatives visiblement intéressées pour, entre autres, de son propre chef, amender la Constitution et les règlements généraux au cours de l'organisation prochaine d'un soi-disant convent extraordinaire taillé sur mesure, sans qu'il n'ait l'autorité ni légitimité pour convoquer les loges à de telles solennités en dehors des normes édictées. Qu'en toute éventualité, les décisions issues de convents organisés par des autorités controversées, illégitimes et contestées ne seront pas validées et même en cas de recours exercé, aucune suite favorable n'en sera accordée pour éviter tout antécédent tendancieux. Que seules les autorités légalement constituées et reconnues de manière incontestable et incontestée pourront, de les formes régulières prescrites par la loi, entreprendre de telles actions touchant le fondement de l'ordre initiatique traditionnel qu'est la franc-maçonnerie. Que dans l'attente d'une convocation imminente formelle du Grand Conseil des sages relative à l'organisation du convent devant élire un nouveau grand maître, il vous est enjoint, vénérable maître, de ne répondre au nom de vos loges respectives à aucune invitation de ce conseil exécutif du Grand Orient, qu'elle soit en présentiel ou en ligne, pour éviter de les engager, de les traîner dans l'arbitraire et d'avoir éventuellement à en rendre compte avec les conséquences de droit qui s'imposent. Que pour lui stopper dans sa course effrénée vers d'autres dérives plus graves et quasiment irréparables, le Grand Conseil des sages s'est vu obligé
d'exercer son rôle constitutionnel de sauvegarde des intérêts de l'institution en procédant à la saisie-arrêt sur les comptes bancaires de l'institution par requête formelle suivie d'ordonnance du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince et a signifié le lundi 4 mai dernier au passé Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet une sommation par laquelle il a été pour une énième fois mis en demeure de remettre le grand maillet de commandement au Grand Conseil des Sages dans un délai de 3 jours francs. Le Conseil des Sages, par la présente, afin que nul n'en prétexte à cause d'ignorance, vous informe, vénérable maître, de ces décisions et en même temps vous requiert des réceptions de la présente, de surseoir à tout versement d'argent de quotité, de patente et d'autres frais généraux, quels qu'ils soient, sur l'un ou l'autre des comptes bancaires de l'institution actuellement bloqués à l'initiative du Grand Conseil des Sages, de n'acheminer aucune correspondance relative au fonctionnement de vos loges respectives et de ne participer à aucune activité à l'initiative du passé Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet ou de membres de sa structure illégale dénommée Conseil exécutif intérimaire, sous peine de vous voir prendre à défaut pour complicité active et agissante de les multiples torts dont est victime la maçonnerie haïtienne en attendant que l'ordre soit rétabli dans l'ordre. Espérant que vous comprendrez toute la portée, le sens profond et historique de la démarche du Grand Conseil des Sages, il vous salue, vénérable maître, fraternellement, par les baisers de paix retrouvés. Pour le Grand Conseil des Sages, les signataires sont le passé Sérénissime Grand Maître Yves-Benoît Jean-Marie, le passé Sérénissime Grand Maître Serge Fluo Marseille, le passé Sérénissime Grand Maître André Jean-Gilles. Voilà, Sérénissime Grand Maître, la lecture exhaustive, in extenso, de cette longue correspondance du Grand Conseil des Sages, dont vous êtes aussi un des signataires, adressée au vénérable maître des loges régulières du Grand Orient d'Haïti de 1824, dont l'objet est notification pour faire le point sur les différentes avancées réalisées dans cette bataille pour retourner à l'ordre constitutionnel au sein du Grand Orient d'Haïti de 1824. Merci, vénérable. Et vénérable le moine, le prochain point à l'ordre du jour, comme l'accoutumé, le plat de résistance. C'est ce que nous attendons. Et vous avez annoncé, si je ne m'abuse, un texte. L'adjectif que vous avez utilisé m'échappe. Vous avez parlé d'un texte. Oui, j'ai parlé d'un texte très copieux que vous allez présenter ce matin. En effet, vénérable le moine, toujours face à notre devoir et le faisant en toute conscience et au nom de la vérité, nous avons choisi de faire une émission spéciale aujourd'hui. Une émission spéciale qu'on pourrait intituler « La conscience initiatique face aux dérives du pouvoir ». Voilà le thème que nous allons traiter ensemble ce matin. Chères auditrices, chers auditeurs, et bien-aimés frères, amis de la pensée libre et chercheurs de vérité, ce matin, nous n'ouvrirons pas une émission de confort. Nous n'ouvrirons pas un espace destiné à flatter les égos, à protéger les hypocrisies, ou à endormir les consciences
sous le parfum agréable des beaux discours initiatiques. Ce matin, nous allons encore parler et nous continuerons à parler de conscience. De cette conscience que tant invoquent dans les temples, mais que trop peu acceptent réellement d'écouter lorsqu'elle devient exigeante. Car il existe une tragédie silencieuse qui menace toutes les institutions initiatiques, le moment où les hommes commencent à aimer le pouvoir plus que la vérité. Et cette tragédie ne commence jamais brutalement. Elle commence toujours discrètement, par de petits renoncements, par de petits silences, par de petites compromissions que l'on justifie au nom de l'intérêt supérieur, de la stabilité, des nécessités administratives ou encore de la protection de l'autre. Mais l'histoire initiatique nous enseigne une loi immuable. Chaque fois qu'un homme réduit sa conscience au silence pour protéger un intérêt, il détruit une pierre du temple intérieur. Et le plus grave, c'est que cette destruction est souvent invisible au début. Le décorum reste intact. Les tabliers brillent encore. Les titres circulent toujours. Les rituels continuent d'être lus. Les batteries résonnent encore sous la voûte étoilée. Mais intérieurement, quelque chose meurt. Car une obédience ne s'effondre pas. D'abord par ses ennemis extérieurs. Elle s'effondre lorsque ses propres membres cessent d'être gouvernés par la conscience. Voilà pourquoi la phrase rituelle adressée aux profanes lors de son initiation demeure aujourd'hui d'une actualité brûlante. Qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce que la richesse? Si pour acquérir ces biens éphémères, il vous a fallu imposer silence à votre conscience et faire rougir la morale. Quelle phrase terrible, vénérable moine. Mais aussi, quelle phrase magnifique. Et surtout, quelle phrase dangereuse. Nous disons phrase dangereuse parce qu'elle ne s'adresse pas seulement aux profanes. Elle s'adresse aussi aux maîtres, aux vénérables, aux dignitaires, aux officiers et à tous ceux qui détiennent une parcelle d'autorité dans l'ordre. Car il est facile d'enseigner la morale aux autres. Le véritable défi initiatique consiste à demeurer fidèle à cette morale lorsqu'elle menace nos intérêts personnels. Et c'est là que beaucoup échouent. Nous disions tantôt, et c'est là que beaucoup échouent. Nous vivons dans une époque où certains hommes veulent les apparences de la lumière sans accepter les exigences de la lumière.
Ils veulent les honneurs de l'initiation sans les sacrifices de l'initiation. Ils veulent l'autorité symbolique sans la discipline intérieure. Ils veulent être appelés très sages, très puissants, très éminents, mirables, illustres, et refusent parfois la première obligation attachée à ces titres, l'exemplarité morale. Une bouche infidèle, en t'invoquant, n'a profané ton nom. Cependant, la franc-maçonnerie ne reconnaît aucune grandeur qui ne repose pas sur la maîtrise de soi. Le véritable initié, mes bien-aimés frères, vous le savez aussi bien que moi, n'est pas celui qui accumule les degrés. C'est celui qui reste fidèle à sa conscience, même lorsqu'il pourrait trahir sans être immédiatement découvert. Car la conscience initiatique est une juridiction invisible devant laquelle aucun maçon n'échappe jamais. On peut manipuler des élections. On peut influencer des assemblées. On peut intimider des frères. On peut détourner des procédures. On peut instrumentaliser des règlements. On peut construire des majorités artificielles. Mais personne ne peut tromper durablement sa propre conscience. Et c'est précisément ce que beaucoup oublient. Nous continuons pour dire que le drame des dérives maçonniques n'est pas seulement institutionnel, il est aussi spirituel. Il est surtout spirituel. Lorsqu'un frère accepte volontairement de se taire devant l'injustice, par peur de perdre une fonction, lorsqu'un vénérable préfère protéger un clan plutôt que la vérité, lorsqu'un dignitaire utilise l'autorité initiatique pour imposer des intérêts personnels, lorsqu'un maçon applaudit publiquement ce qu'il condamne intérieurement, alors ce n'est pas l'ordre seulement qui souffre, c'est l'initiation elle-même qui est profanée. Car le silence de la conscience finit toujours par produire la corruption du jugement. Je reprends pour vous, mes bien-aimés frères. Le silence de la conscience finit toujours par produire la corruption du jugement. Et à ce moment, on entre alors dans une mécanique dangereuse. Les hommes ne défendent plus ce qui est juste, ils défendent ce qui les protège. À partir de ce moment, le temple cesse progressivement d'être un espace sacré de construction intérieure. Il devient un terrain d'influence, de rivalité, d'ambition et parfois même de règlement de compte. Pourtant, la vocation première de la franc-maçonnerie n'a jamais été la conquête du pouvoir. Elle est et elle demeure la conquête de soi. Un homme initié devrait sortir du temple, plus humble qu'il n'y est entré,
plus juste, plus lucide, plus responsable. Car l'initiation authentique produit d'abord une révolution intérieure. Elle apprend à l'homme que la vraie victoire n'est pas de dominer les autres, mais de dominer ses propres passions. L'orgueil, la vanité, la soif de reconnaissance, l'esprit de supériorité, la cupidité et la volonté de contrôle. Or, beaucoup parlent de lumière tout en restant esclaves de leurs passions les plus ordinaires. Et voilà le paradoxe tragique. Certains hommes portent des décors initiatiques élevés tout en vivant intérieurement sous la domination de leurs instincts profanes. Mais la lumière ne se laisse pas posséder par les apparences. Le rituel maçonnique n'est pas un spectacle, c'est un miroir. Et ce miroir finit toujours par révéler ce que chacun est réellement devenu. C'est pourquoi nous devons avoir le courage de dire certaines vérités. La fraternité maçonnique n'est pas la complicité silencieuse. La fraternité n'oblige pas à protéger les dérives. La fraternité n'est pas l'organisation du silence autour de l'erreur. Au contraire, la véritable fraternité consiste parfois à rappeler fermement un frère à ses devoirs lorsqu'il s'égare. Car un frère qui laisse un autre frère s'enfoncer dans les abus sans jamais l'avertir n'agit pas en frère, il agit en complice. Qu'on voit briller le céleste flambeau. La tradition initiatique n'a jamais été construite pour fabriquer des hommes dociles. Elle a été construite pour former des consciences libres. Et une conscience libre doit avoir la force de dire non. Non à l'arbitraire. Non aux manipulations. Non aux dérives personnelles. Non aux ambitions qui détruisent l'esprit du temple. Même lorsque ce refus devient inconfortable. Même lorsque ce refus coûte des fonctions, des alliances ou des privilèges. Car il existe des moments où perdre un poste devient plus honorable que conserver une fonction au prix du silence moral. Voilà la véritable épreuve initiatique. Pas les décors, pas les grades, pas les cérémonies, mais la capacité d'un homme à rester fidèle à la vérité lorsqu'il pourrait facilement la trahir. Et ce matin, peut-être, devons-nous nous poser collectivement cette question redoutable. Avons-nous encore des hommes libres dans nos temples ou seulement des hommes prudents? Avons-nous encore des consciences debout ou simplement des stratégies organisées autour des intérêts? Parce qu'une obédience ne meurt pas uniquement lorsqu'elle perd ses bâtiments ou ses structures. Elle meurt lorsque les hommes cessent d'avoir le courage moral de défendre les principes qu'ils jugent pourtant de servir. Et lorsque les serments ne gouvernent plus les comportements, alors les rituels deviennent de simples performances théâtrales.
Le monde profane observe aujourd'hui la franc-maçonnerie avec suspicion, parfois avec ironie, parfois avec déception. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui prétendent enseigner l'éthique initiatique échouent eux-mêmes à l'incarner publiquement. Pourtant, l'exemplarité n'est pas facultative dans une institution initiatique. Elle est la condition même de sa crédibilité. Un maçon n'est pas appelé à être parfait, mais il est appelé à être cohérent. Et cette cohérence exige parfois le courage du renoncement, le courage de reconnaître ses erreurs, le courage de se retirer lorsqu'on devient soi-même une source de division, le courage d'écouter les avertissements de la conscience avant que l'histoire ne les transforme en condamnation morale. Car, tôt ou tard, tout pouvoir humain s'efface. En effet, les titres passent, les mandats passent, les fonctions passent, les influences passent. Et une seule chose demeure, le jugement silencieux de la conscience. Et peut-être qu'au fond, la véritable initiation commence précisément là, au moment où un homme comprend qu'aucune victoire extérieure ne vaut la perte de son intégrité intérieure. Alors, ce matin, à tous les frères, à tous les vénérables, à tous les dignitaires, à tous ceux qui détiennent une responsabilité morale dans l'ordre, nous lançons non pas une attaque, mais un appel au réveil, un appel à la lucidité, un appel à la grandeur véritable. Car il est encore temps de restaurer la dignité initiatique. Il est encore temps de replacer la conscience au-dessus des ambitions. Il est encore temps de rappeler que la franc-maçonnerie n'a de sens que si elle produit des hommes capables de préférer la vérité à leur propre intérêt. Sinon, mes bien-aimés frères, les temples continueront peut-être d'exister extérieurement, mais la lumière, elle, se retirera silencieusement des cœurs. Et une franc-maçonnerie sans lumière intérieure n'est plus qu'une structure vide, décorée de symboles qu'elle ne comprend plus. Que chacun de vous ce matin ait le courage d'entendre non pas seulement les paroles de cette émission, mais surtout la voix de sa propre conscience. Peut-être un jour, dans la paix profonde, trouvant partout son chemin affermi, l'heureux maçon fera l'entour du monde, toujours guidé par la main d'un ami. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau, mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. On voit briller le céleste flambeau.
Sérénissime Gambêtre, et toutes mes félicitations pour le message à de circonstances, empreint de lumière, de sagesse, de sévérité également, de sincérité, du franc-parler. Et j'ai compris, je comprends encore, dans ce message, un appel à l'engagement, un appel au devoir, un appel à la sagesse. C'est aussi un appel à la moralité. C'est aussi un appel au redressement. J'ai tiré pas mal d'enseignements, pas mal de leçons dans ce message que vous avez présenté. Et je suis sûr que si je me mets dans la peau de ceux-là qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, francs-maçons et les membres de leurs familles respectives, leurs gabarons, leurs enfants, je suis sûr qu'ils vont commencer par se poser des questions. Il y a des francs-maçons qui sont assez courageux pour porter des messages qui vont avoir des échos, pour porter des messages qui vont aussi susciter l'admiration, mais créer aussi des ennemis. Il y a des francs-maçons qui sont responsables au point de pouvoir dire la vérité sur une institution à laquelle ils s'adhèrent. Il y a des francs-maçons qui sont aussi armés de courage pour prendre leurs responsabilités, dénoncer ce qui mérite d'être dénoncé, advienne que pourra, quel que soit le commentaire désobligeant qu'on ferait. Qu'on serait en train de dire ci, de dire ça, qu'on serait en train de parler de la maçonnerie sur les zones, qu'on serait en train de dire un tas de commentaires. Pourtant, il nous incombe le devoir de dire les choses telles qu'elles sont et de faire un appel au réveil de la conscience au niveau de chaque frère indistinctement ayant la responsabilité et de travailler pour le relèvement de la structure, pour le relèvement de la maçonnerie et pour soigner l'image de l'institution. Je pense, Sérénissime Grand-Maître, dans votre message, vous avez parlé de l'exemplarité morale. Il ne suffit pas seulement de se vêtir de tous les habits. Il ne suffit pas de se faire gonfler, de se faire paraître avec des décorations maçonniques. Vous avez appelé les frères à atteindre le niveau de conscience initiatique et vous avez dit que la conscience initiatique est une juridiction invisible. Je prends et cette parole pour un pan de mur. Je prends cette parole pour une partie de mon initiation, de ma vie initiatique. Je prends cette parole pour une façon de conduire la destinée. Sérénissime, personne ne peut tromper sa propre conscience indéfiniment, comme vous avez dit. Et il y a des choses qu'on fait, on rentre carrément dans une dynamique dangereuse quand on choisit carrément de voiler la vérité, de piétiner les faits. Et quand vous avez parlé du jugement silencieux de la conscience, le franc-maçon doit savoir à un certain moment qu'il sera en présence de sa conscience qui est censé le tribunal accusateur. Et quand on est
obligé de faire preuve de courage en étant face de la vérité. Et celui-là qui est en face de ses intérêts immédiats, ses intérêts mesquins, il est en face de sa conscience automatiquement. Félicitations encore, Sérénissime Grand-Maître, pour le message de circonstances de ce aujourd'hui. Et je dis félicitations au nom de tous ceux-là qui me prêtent leur voix respective pour féliciter, pour applaudir la profondeur de ce message livré ce matin. Je pense encore une fois, pour aujourd'hui, je dois me permettre de m'adresser à mes bien-aimés frères, ceux-là qui ont l'habitude de m'écouter pendant près d'une vingtaine d'années sur les ondes. Eh bien, mes bien-aimés frères, je vous invite à un réveil de conscience. Pour ceux-là qui viennent à peine de nous écouter, eh bien, nous sommes en train de faire le travail d'éveil de conscience parce que, parallèlement, il y a un travail malhonnête qui est fait, celui d'induire les bien-aimés frères, certains de nos bien-aimés frères, en erreur, et il nous faut faire le travail contraire, le travail d'éveil de la conscience. Donc, encore une fois, le travail est fait ce matin. Mes bien-aimés frères, vous qui nous écoutez de partout, vous avez la responsabilité de prendre votre destin en main. Et l'une des façons de prendre le destin en main, le destin de la maçonnerie en main, le destin de l'institution en main, c'est de dire la vérité et de se comporter en initié véritable à partir de la lumière que vous avez chez vous. Merci, mes frères. Sérénissime Grand-Maître, je faisais quelques commentaires sur le morceau que vous avez présenté. Et en fait, le texte, je trouve que ce texte est lourd, presque accablant, dirais-je. Parce qu'au fond, il ne parle pas seulement d'une crise institutionnelle, il parle d'une crise de conscience sérénissime. Et je crois qu'il faut avoir le courage, dis-je, de poser une question extrêmement sensible, extrêmement simple en même temps. Comment des hommes initiés qui ont prêté serment devant l'autel, dis-je, peuvent-ils arriver à cautionner les situations qu'ils auraient eux-mêmes dénoncées chez les profanes? Comment on explique ça? Vous me mettez dans mes petits souliers, vénérable le moine, mais cependant, il faut dire la vérité. C'est parce que justement, vénérable le moine, nous pouvons dire que, en fait, que l'initiation ne supprime pas automatiquement les faiblesses humaines. Mm-hmm. Beaucoup pensent que le simple fait d'être initié transforme miraculeusement un homme. Or, ce n'est pas vrai. L'initiation donne des outils. Elle ouvre une porte. Mais encore, faut-il avoir le courage moral de traverser cette porte? Sinon, que devient le maçon? Le maçon reste prisonnier de ses passions profanes. Il n'y a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler cette évolution de sa conscience. Vous voyez, la peur, l'ambition, le besoin de reconnaissance, le désir de contrôler, la fidélité au clan plutôt qu'au principe. Et, en effet, c'est là vraiment que commence la véritable chute initiatique. Chute initiatique. Oui, sérénissime. Et donc, finalement,
le danger le plus grave est une obédience ne vient pas forcément de l'extérieur, d'après ce que je crois avoir entendu dire, d'après ce que vous avez dit dans votre texte. Ça ne vient pas de l'extérieur. Non, du tout, jamais. Jamais, vénérable le moine. Et cela a été bien dit et à travers le texte. Ce que je peux ajouter, c'est que l'histoire des institutions initiatiques montre toujours la même chose. Ce ne sont pas les ennemis extérieurs qui détruisent d'abord les ordres. Ce sont les renoncements intérieurs. Comme stipulé dans le texte. Vous l'avez dit, oui. Le jour où les frères commencent à se taire par calcul, le jour où l'on préfère protéger une fonction plutôt que défendre un principe, le jour où la peur de perdre un privilège devient plus forte que le devoir moral, c'est à partir de là que la dégradation commence. Et le plus inquiétant, c'est qu'elle commence souvent dans le silence. Le silence que nous avions développé dans la question de l'auditeur de ce matin. Encore le silence qui revient. Oui. Qui revient. Et parce que... Toujours. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui me frappe aussi, et dans le texte que vous avez présenté aujourd'hui, et dans les différents commentaires que nous avons faits, c'est une contradiction terrible. Et je vais vous en faire part. Des hommes qui enseignent la conscience à des postulants et qui prennent plaisir à enseigner la conscience aux postulants, mais qui parfois refusent eux-mêmes d'écouter cette inconscience lorsque leurs intérêts sont en jeu. C'est presque tragique, à mon avis. Et comment vous expliquez ça vous-même? Oui, vénérable le moine, vous avez raison. Et c'est précisément pour cela que nous avons inclus dans le texte de ce matin cette phrase d'Irutiel, cette phrase si redoutable. Oui. Parce que cette phrase, elle agit comme un miroir. Mm-hmm. Quand un vénérable demande à un profane, qu'est-ce que la gloire? Mm-hmm. Qu'est-ce que la richesse? Si pour acquérir ces biens éphémères, il vous a fallu imposer silence à votre conscience et faire rougir la morale. Encore silence, on revient. Le vénérable maître qui prononce cette phrase face à un profane, il devait sentir cette phrase descendre d'abord sur lui-même avant d'atteindre le postulat. Oui, bien sûr. Car un homme, un frère, un vénérable, qui fait vivre un rituel sans vivre intérieurement son contenu, finit tôt ou tard par transformer l'initiation en un vaste théâtre. Bon. Et réponse très bien adaptée, c'est Nessim Grand-Maître. Et encore, et la phrase que vous avez tirée du rituel maçonnique est bien à propos. Et c'est peut-être cela que choque. C'est peut-être cela qui choque beaucoup de frères aujourd'hui. Pas seulement les dérives elles-mêmes, mais l'impression que certains veulent conserver les apparences de la régularité sans accepter les exigences morales de la régularité. Exactement, vénérable le moine, exactement. En fait, il faut dire une vérité difficile. Mm-hmm. La régularité maçonnique, comme souligné dans le texte, ne se réduit pas à des procédures administratives ou à des textes juridiques. Non, malheureusement. La première régularité d'un maçon, c'est sa rectitude morale. Un homme... Que cela soit clair pour tout le monde. C'est sûr. Sa rectitude morale. Un homme peut être parfaitement régulier sur le papier et profondément irrégulier dans sa conscience. C'est facile, oui. C'est très facile pour satisfaire son ego, pour maintenir le pouvoir,
décision qu'on prend sous papier. Hein? En plus, décision à prendre sous papier. Ouais. Mais, au niveau de la conscience. Les cas sont légion. Au niveau de la conscience. Inversement aussi, on peut dire aussi qu'il y a des frères qui souffrent aujourd'hui, comme nous autres. Mhm. Nous dénonçons. Nous avons le courage de dénoncer. Il y en a qui résistent parfois dans la solitude. Démontrent davantage l'esprit maçonnique que ceux qui occupent les positions les plus visibles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les cas sont légion. Alors, permettez-moi une question directe. Toujours concernant le texte, toujours concernant l'engagement que vous prenez aujourd'hui. Pourquoi tant de frères se taisent-ils? Pour ça, silence ça, pour ça, bouquet ça passe. Et parce que beaucoup voient les dérives comme nous autres. Ils voient les dérives comme nous autres. Dans certains cas, ils dénoncent en privé. Mais publiquement, le silence en demeure. Est-ce par peur ou par quoi exactement? Eh bien, vénérable le moine, et les réponses précises à cette interrogation sont aussi dans le texte. Mhm. Nous dirons que dans leur cas précis, Mhm. le silence protège les fonctions. Le silence protège les relations. Le silence protège les intérêts. Mais, vénérable le moine, il faut comprendre une chose. Le silence stratégique peut devenir une faute initiatique. C'est ce qu'il faut éviter, à mon avis. Et beaucoup de frères vivent aujourd'hui un conflit intérieur terrible entre leur conscience et leur prudence. Ça devient sérieux. Le problème, c'est que lorsqu'une institution initiatique commence à récompenser davantage la loyauté aux hommes que la fidélité aux principes, alors les consciences faibles deviennent dominantes. Que de mots forts, Sénissime. Et je pense que vous êtes là maintenant en train de toucher les consciences par des mots directs. Et dans ce contexte, quel devrait être le rôle véritable d'un vénérable maître? Un vénérable maître ayant la charge de son atelier, la charge d'une loge, avec un mandat qui lui est donné clairement par les frères. Il est le premier parmi ses égaux. Quel devrait être, selon vous, le véritable travail d'un vénérable maître? Je dirais en substance, vénérable le moine, que le vénérable maître ne devait jamais être un gestionnaire de clan. Il devait être le gardien moral du temple. Mhm. Sa première responsabilité, selon moi, n'est pas de protéger des intérêts humains. Sa première responsabilité est de protéger l'esprit initiatique. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Sûr, bien entendu, cela exige parfois du courage, cela exige parfois du déplaire, cela exige parfois de dire non, même à ses proches. Sinon, vénérable le moine, le maillet cesse d'être un instrument d'ordre spirituel
Il devient simplement un instrument d'autorité humaine. Bien dit, Sérénissime et Grand Maître, je pense en pouvoir corroborer ce que vous dites à partir de ce que je fais comme expérience dans la maçonnerie. Bref. Donc, finalement, la vraie question n'est pas seulement qui détient le pouvoir. La vraie question n'est pas seulement qui détient le pouvoir. Et ça me tente d'aller plus loin. Mais plutôt, au service de quoi ce pouvoir est-il exercé? Voilà, vous me poussez à dire des choses. Non, là maintenant, je suis en train de chercher davantage de réponses de vous, parce que votre texte est si profond. Je veux moi-même aller au-delà même de ce que vous avez lu pour mieux comprendre ce que vous avez et produit comme travail ce matin. Je vous répondrai en ce sens, Vénérable Moine. En franc-maçonnerie, le pouvoir n'a jamais été censé servir l'ego des hommes. Mhm. Le pouvoir initiatique est un service, mais pas une propriété. Oui. Le jour où un frère commence à considérer une fonction comme un territoire personnel, Mhm. il commence déjà à Mhm. s'éloigner de l'esprit de l'ordre. Très bien. Et c'est là que la conscience devient essentielle. Or, seule la conscience rappelle à l'homme qu'il n'est jamais propriétaire de la lumière. Il n'en est que le serviteur temporaire. Vos questions, Sénésim, et en fait, vos réponses sont d'une clarté telle que je suppose les frères qui nous écoutent, ils vont, en fait, les auditeurs qui nous écoutent, ils vont se sentir dans leur peau. Parce que, Sénésim, quand vous parlez de toutes ces choses, vous rentrez carrément dans un débat pointu. Vous initiez un débat pointu, je dirais. Et peut-être qu'au fond, la question que chaque frère devrait se poser ce matin est très simple. C'est très simple. Lorsque l'histoire regardera cette période trouble, de quel côté aurons-nous été? C'est ça la question. Du côté du silence, du côté des intérêts ou du côté de la conscience? Est-ce que vous avez une réponse à ça? L'histoire, parce que quand même l'histoire aura à poser pas mal de questions. Eh bien, Concernant cette période trouble que nous connaissons. Où est-ce que l'initié se situait? Du côté du silence, du côté des intérêts ou du côté de sa conscience? eh bien, Vénérable le moine, cette question ne s'adresse pas seulement à moi. Mhm. Il s'adresse à chaque frère. Personnellement, je réponds. Ok. Mais chaque frère Oui, a son âme et conscience j'attends votre réponse. à sa réponse. En définitive, Vénérable le moine, frère, les titres disparaîtront. Les fonctions disparaîtront. Les querelles disparaîtront aussi. Oui. Mais une seule chose restera devant le tribunal invisible de l'initiation. Avons-nous eu le courage d'être fidèles à la vérité lorsque cela devenait difficile? Voilà ma réponse. Une réponse. Avons-nous eu le courage d'être fidèles à la vérité lorsque cela devenait difficile?
Donc, c'est une façon, Sérénissime Grand Maître, d'inviter les frères à ne pas se laisser juger par l'histoire, de dire la vérité aujourd'hui et d'épouser la vérité comme et force, comme lumière, comme sagesse. Moi, je pense que c'est clair pour tout le monde et je pense que nous avons interpellé la conscience collective au niveau de la franc-maçonnerie et le travail à faire, c'est de défendre la vérité face à cette question de dérive qui sévit au sein de notre institution maçonnique. Sérénissime, merci pour les différentes questions que vous avez apportées à mes questions et je suis sûr que nos auditeurs pourront en bénéficier et pourront s'en servir à leur guise et ceci à bon escient. Merci Vénérable Lemoine et nous estimons avoir fait notre devoir encore une fois ce matin et nous sommes sûrs que nous sommes adressés, nous ne sommes pas adressés à des oreilles de sourds. À chacun, à chaque frère, de prendre ses responsabilités face à son devoir. Vénérable Lemoine, comme à l'accoutumée, et la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Aïvanov. Pour ce dimanche 10 mai 2026. Perfectionnement, arriver à rendre ces vibrations plus intenses, plus spirituelles. Il ne suffit pas qu'une activité vous apporte la joie, la détente, le bien-être. Il faut qu'elle devienne pour vous un moyen de vous améliorer, de vous libérer. Or, la manière dont les gens pratiquent l'art, la science et même la religion ne les pousse pas assez à se perfectionner. Il y a quelque chose à changer. Et c'est pourquoi l'enseignement de la fraternité blanche universelle met à la première place le perfectionnement de l'individu. Ce perfectionnement n'est possible que pour celui qui arrive à changer la qualité de ses vibrations, à les rendre plus intenses, c'est-à-dire plus spirituelles. Tout est dans l'intensité de la pensée, du sentiment et de la vie. Voilà ce que nous révèle la science initiatique. Quand l'homme arrivera à vivre cette vie intense, toutes ses activités, aussi bien matérielles que spirituelles, pourront contribuer à son évolution. C'était là la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes de notre maître Omram Mikhaël Aïvanov. Vénérable Lemoine, la grande invocation. Merci, Sérénissime Grand Maître. La grande invocation, chers amis auditeurs et auditrices. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen, amen, amen. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, nous arrivons au terme de l'émission du jour à l'écoute de la franc-maçonnerie. Et ce matin, nous n'avons pas choisi la facilité. Nous n'avons pas choisi les discours décoratifs, ni les prudences confortables. Parce qu'il existe des moments où le devoir initiatique impose de parler avec gravité. Nous avons parlé de conscience, de cette voix intérieure que nul règlement, nul titre, nul pouvoir humain ne peut définitivement faire taire. Nous avons rappelé que la franc-maçonnerie ne tire pas sa grandeur de ses décors, de ses hiérarchies ou de ses apparences institutionnelles. Elle tire sa légitimité de la qualité morale des hommes qui prétendent servir sa lumière. Car un temple ne devient pas sacré par ses murs, il devient sacré lorsque ceux qui y travaillent choisissent la vérité plutôt que l'intérêt, le devoir plutôt que l'ambition, la rectitude plutôt que le calcul. Et peut-être faut-il avoir le courage de le dire clairement. La plus grande menace contre une institution initiatique n'est jamais la critique extérieure. Le véritable danger apparaît lorsque les consciences s'habituent progressivement au compromis qu'elles condamnaient autrefois. Lorsqu'on finit par tolérer ce qu'on aurait dénoncé hier, lorsqu'on protège des dérives au nom des alliances, lorsqu'on remplace le courage moral par la prudence stratégique, alors le temple continue peut-être d'exister extérieurement, mais la lumière commence déjà à s'affaiblir intérieurement. Ce matin, notre intention n'était pas de diviser, encore moins d'humilier. Notre intention était de rappeler une exigence fondamentale de l'initiation. Un franc-maçon n'est pas seulement responsable de ce qu'il fait, il est aussi responsable de ce qu'il accepte en silence. Car le silence de la conscience finit toujours par nourrir les dérives qu'il refuse d'affronter. Et si cette émission doit laisser une trace, qu'elle laisse au moins celle-ci. La franc-maçonnerie ne pourra jamais régénérer la société si elle renonce elle-même à l'exigence morale qu'elle enseigne au monde profane. L'avenir de l'ordre dépendra toujours moins de ses structures administratives que du courage intérieur de ses membres. Le courage de reconnaître les erreurs. Le courage de défendre les principes, même lorsque cela devient inconfortable. Le courage de rester debout lorsque tant d'autres choisissent la facilité du silence. Parce qu'en définitive, les titres passeront, les querelles passeront, les fonctions passeront, les ambitions passeront. Mais la conscience, elle, demeure. Et tôt ou tard, chaque initié se retrouve seul face à cette question que nul ne peut fuir. Ai-je servi la lumière ou me suis-je servi d'elle? Merci à vous toutes et à vous tous
nous avoir suivis ce matin dans l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie. Que cette émission ne soit pas seulement entendue, mais méditée. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Et que la conscience demeure toujours plus forte que les intérêts humains. Merci Sérénissime Grand Maître, merci à vous tous et à vous toutes, merci à notre metteur en onde, merci à vous qui nous écoutez jusqu'à cette poussière de seconde. Merci encore de votre écoute, merci de votre attachement, merci de votre fidélité à cette émission qui vous est dédiée. Vous êtes assez nombreux à me faire signe, à me faire des messages. Je ne vais pas vous saluer et nommément ce matin, je fais une salutation collective à vous tous, mes bien-aimés frères, chers amis auditeurs et auditrices. Pour vous qui m'appelez concernant la lecture de la note du Grand Conseil des Sages adressée au vénérable maître des loges, eh bien, je vous informe que je ne suis pas membre du Grand Conseil des Sages. Et j'ai lu la note. Si vous avez des félicitations et des questions à poser, je souhaite que vous le fassiez aux membres du Grand Conseil des Sages. Et je ne vais pas moi-même apporter les questions que vous me posez en privé. Toutefois, je comprends votre position. Merci à vous, mes bien-aimés frères. Merci à vous, vénérables maîtres et collègues. Merci encore. Bon dimanche, bonne semaine, sous la protection du grand architecte de l'univers. Je salue le vénérable Damas qui nous écoute. Allez.